On me pose souvent la question, dois-je porter un masque toute la journée? Le masque n'est pas un moyen de prévention des infections dans la communauté. Les masques, c'est pour le système de soins, où il y a des protocoles pour les mettre, des protocoles pour l'enlever. Partout sur la terre, y a un oragio. Mon paratonnerre, c'est Horatio. On est chanceux d'avoir François Legault. Suspends tous mes droits, je te donne le go. Bonjour tout le monde, bienvenue à Hello veut savoir. Cette semaine, je me pose une question existentielle. La distanciation sociale, what the fuck? Je tiendrais à dire à quel point ça a été difficile de faire une recherche sur ce sujet-là parce que l'information est vraiment unidirectionnelle, unilatérale depuis que le mot pandémie a été étiqueté sur ce qu'on vit. C'est impossible de passer à côté de la censure qu'il y a depuis 3 mois, particulièrement dans les médias. Et force m'est d'admettre que YouTube se prend pour un média et non une plateforme. We've actually seen a 75% increase in the news coming from authoritative sources since the beginning of 2020. So we've seen a lot of demand there. But then we also— What does that mean? That means an increase in video views for those? Yeah, and so we talk about that as raising authoritative information. But then we also talk about removing information that is problematic. Of course, anything that is medically unsubstantiated, so people saying like, take vitamin C, take turmeric, like those all will cure you. Those are the examples of things that would be a violation of our policy. Anything that would go against World Health Organization recommendations would be a violation of our policy. And so remove is another really important part of our policy. So you're not just putting the truth next to the lie, you're taking the lie down. That's a pretty aggressive approach. Well, we do remove, across YouTube in non-pandemic times, information that is a violation of our policy. And we've had community guidelines since the very beginning of YouTube, and we've always, anything that is a violation of our policy, we do remove it. C'est quand même particulier parce que ça veut dire qu'on peut, si je dis dans cette vidéo-là, je devrais peut-être pas le dire parce que je vais me faire censurer, mais que c'est bien de manger de la vitamine C ou du curcuma, on va effacer mon vidéo. Parce que c'est bien connu, la vitamine C, c'est vraiment extrêmement dangereux. On n'a pas personne ici mangé des petites vitamines C pierre à feu quand on était petit. Fait que là, on se retrouve vraiment avec aucun débat éclairé. On ne peut pas entendre d'argumentaire de d'autres scientifiques, d'autres médecins qui amenaient quelque chose de différent par rapport à ce que l'OMS disait. Et ça amène vraiment des dérapages inquiétants. Et on s'est retrouvé avec des directives qui étaient dictées par l'OMS, qui n'a pas forcément été élu démocratiquement, mais pour une raison obscure est devenue l'autorité suprême en termes de santé mondiale. L'OMS est sous-financée. Dans les années 70, son budget était encore composé à 80% des cotisations obligatoires des États membres qu'elle pouvait utiliser comme elle le souhaitait. Les 20% restants provenaient de versements volontaires destinés à un usage précis. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Manifestement, les pays membres ne veulent pas d'une OMS forte et ont gelé les fonds dont l'organisation peut disposer librement. Ils préfèrent verser des contributions volontaires parce qu'ils peuvent décider eux-mêmes de leur affectation. Donc la question que je me pose, c'est pourquoi l'OMS a le droit de dicter à nos gouvernements comment agir? Les dons compromettent l'indépendance de l'OMS. Ce sont des versements volontaires qui proviennent essentiellement d'États, mais aussi souvent d'institutions privées, comme la Fondation Gates, et de l'industrie pharmaceutique. Et à nos yeux, c'est très problématique, parce que les États, les fondations et surtout les groupes pharmaceutiques ont leur propre agenda. Ils suivent leurs propres objectifs. Ils influencent, voire manipulent les choix de l'Organisation mondiale de la santé. Fin décembre, après les premiers cas de coronavirus qui ont été déclarés, il y a le docteur Lee qui était inquiet de ce qui se passait. Il voyait que c'était parti pour être quelque chose de grave. Il a voulu sonner l'alarme et les autorités chinoises l'ont tué en disant qu'il faisait juste répandre de fausses rumeurs. Donc, ça ressemble quand même un petit peu à ce qui s'est passé au moment de la pandémie, de l'épidémie d'Ebola, sauf que, là, c'était pas... c'est l'OMS qui avait dit « Calmez-vous, il n'y a pas de quoi s'inquiéter ». Dans ce cas-ci, c'est les autorités chinoises. Mais on dirait qu'on a toujours comme la première réaction, c'est ceux qui devraient prendre les commandes et faire en sorte de minimiser le problème ou en tout cas le gérer le mieux possible, le banalisent, puis là, plus tard, ça devient vraiment une catastrophe internationale comme ce qu'on vit présentement.
En juin, notre association a déclaré que le virus Ebola était hors de contrôle. Mais il a fallu attendre jusqu'en août pour que l'OMS fasse le même constat. Au début, l'OMS nous a reproché de semer la panique, de tirer la sonnette d'alarme pour quelque chose qui n'était pas si grave que ça. À l'OMS, nous avons analysé ce qui s'était passé avec Ebola et nous avons reconnu avoir fait des erreurs. L'essentiel dans l'élaboration d'un nouveau plan d'urgence, c'est que nous ayons appris de ces erreurs et que nous sachions ce que nous pouvons améliorer. Maintenant que j'ai fait un petit peu le point sur la censure et l'OMS, qui je pense chapeaute un peu tout ce qui se passe depuis le début, je veux vraiment me pencher sur la question de la distanciation sociale. Déjà, ce terme-là est tombé soudainement, le truc qu'on emploie à tous les jours, comme c'est la chose la plus normale du monde, mais personne ne comprend vraiment ce que ça veut dire. Et pour cause, parce que c'est jamais vraiment expliqué clairement. Distanciation sociale, quand c'était utilisé avant la pandémie, semblerait que c'était surtout un ensemble de mesures mis ensemble au début d'une épidémie ou d'une pandémie pour minimiser la propagation du virus. Et là, dans ces ensembles de mesures-là, généralement, ce qu'on retrouve, c'est la quarantaine, qui existe depuis des siècles, l'isolement, donc isoler un groupe de personnes, et ensuite, il y a mettons, fermer les lieux publics, là, les rassemblements, bon, tout ça. Donc, ça vient d'où, ça, le 2 mètres? Ça semble être surtout basé sur des simulations informatiques. On a fait des tests, on a rentré dans l'ordinateur la vitesse à laquelle les particules vont voyager quand on éternue ou quand on tousse. On a simulé ça avec une vidéo que j'ai ici, qui a été faite par Ansys, qui est une firme américaine. Puis, on s'est rendu compte que dans la plupart des cas, ça prenait 8 mètres avant qu'il n'y ait plus de particules dans l'air puis qu'ils se soient posées. Ça dépend de la grosseur des particules. Il faut aussi dire qu'on ne sait pas la grosseur que ça prend de particules pour avoir une dose qui va nous contaminer. C'est encore inconnu à ce jour la dose contagieuse du virus, ce qui est quand même assez particulier parce qu'on met plein de mesures en place, mais on ne sait même pas qu'est-ce que ça prend pour qu'on tombe malade, ce qui aiderait vraiment à prendre des mesures plus éclairées. Ce qu'on voit, ce que les études ont montré, c'est que l'idéal, c'est 8 mètres. Et qu'on s'est dit, mon Dieu, mais c'est pas possible dans la société vivre à 8 mètres de distance. Fait qu'on va faire 1 mètre. Il manque vraiment un consensus scientifique derrière ça pour justifier les mesures qui sont encore en place. Présentement, les restaurants à Montréal ne sont pas encore ouverts à cause de ça. Et puis, pour donner un autre exemple, on ne peut pas accompagner un gars ne peut pas accompagner sa conjointe dans un hôpital pour un suivi de grossesse parce qu'il ne pourrait pas respecter la distanciation sociale dans la salle d'attente. Par contre, c'est correct d'aller faire des manifestations dans la rue. Donc là, le fameux 8 mètres, il date pas juste de cette étude du Ansys. Il y a un professeur belge qui s'est profondément opposé à ça, puis justement, je vais vous lire quelques passages d'une entrevue qui était citée dans cet article-là. Il s'appelle Jean-Luc Gallat, c'est un professeur à l'UC Louvain et spécialiste des maladies infectieuses. J'ouvre les guillemets. La distanciation de 1,50 m, c'est de la foutaise. On sait bien que c'est une distance qui est absolument minimale et qui ne correspond à rien. Il y a plein de modèles de mobilisation extrêmement intelligents, notamment de la société qui ont travaillé pour la navette spatiale, qui ont clairement montré que la diffusion du virus allait bien au-delà de ce fameux 1,50 m. Ce virus, selon les conditions climatiques, atmosphériques et environnementales, peut parfois se porter ou se transmettre jusqu'à 7 ou 8 mètres de distance. Donc, on en revient encore à ce fameux 8 mètres. Donc, ensuite, on a le professeur belge Thomas Michiels, ou Michiels, je ne sais pas comment ça se prononce, et qui, lui, a dit « Jusqu'à quel point ces micro-gouttelettes peuvent-elles transporter le virus infectieux? Plus les gouttelettes sont petites, plus elles sèchent dans l'air. On ne sait pas jusqu'à quel point le virus reste infectieux quand les gouttelettes sèchent. Or, c'est une question très importante. Mais pour l'instant, on n'a pas de réponse scientifique. » Alors voilà, encore une fois, on parle de confusion scientifique, que la communauté scientifique ne s'entend pas sur la dose infectieuse, et puis ce fameux port des gouttelettes dans l'air, c'est pas très clair. L'OMS a publié dernièrement, au début juin, une étude dans The Lancet, donc on pourrait dire The Lancet a publié l'étude, mais c'est important de dire qu'elle était subventionnée par l'OMS. Déjà, je trouve qu'il y a un conflit d'intérêts. The Lancet, c'est une revue scientifique de renommée internationale, mais par contre, au même moment, il était entaché dans une espèce de scandale
Par rapport à la chloroquine, ils ont ils ont publié une étude disant que la chloroquine, c'était pas, non seulement pas efficace sur le coronavirus dont il est question, COVID-19, mais qu'en plus, ça pouvait être dangereux. Et là, un peu plus tard, 3 des 4 auteurs de cette étude-là se sont retirés parce que la prise de données était un peu douteuse. Et finalement, The Lancet a dû complètement se rétracter par rapport à cette étude. C'était le 22 mai dernier. La revue The Lancet publiait une étude sur l'hydroxychloroquine, pas bénéfique pour les malades du Covid, néfaste même parfois. Aujourd'hui, 3 des 4 auteurs de l'article se rétractent. Ils ont des doutes sur les données utilisées, récoltées par une start-up américaine. Paul Barcelone. C'est la méthode qui pose problème. Les données médicales de cette étude ont été récoltées par une start-up américaine, Surgisphère, qui appartient au 4e auteur de l'article. Pour les 3 autres, impossible de les analyser de manière indépendante. Ils ont donc préféré se rétracter. Dès cette semaine, le professeur Didier Raoult dénonçait, je cite, une étude foireuse. On dirait le pied nucléaire fond de la science. C'est pas raisonnable. Quand vous lisez cet article, vous voyez immédiatement que c'est un faux. C'est pas vrai. C'est-à-dire qu'il y a plus de morts dans cet article que dans les pays qui les ont déclarés. On a le professeur Raoult qui a été assez vocal par rapport à la chloroquine depuis le début. Les médias ont essayé de détruire son image, mais c'est quand même important de préciser que c'est un des plus grands virologues du monde. C'est une sommité dans son domaine et je vois pas pourquoi on lui donnerait pas au moins une tribune pour s'exprimer. C'est qu'il y a une telle différence entre la réalité et un article qu'on est capable de faire avec un ordinateur sans avoir vu un seul malade, sur lequel la presse se jette parce qu'ils savent pas lire ces articles scientifiques. Et on voit bien que l'infrastructure d'analyse des articles s'est dégradée, mais aussi bien dans le Lancet que dans New England, qui a publié une autre étude aussi fantasque de la même équipe de pieds nickelés. Parce qu'il y a tellement de contradictions, juste par rapport au masque. Arruda nous dit régulièrement que le masque sert à rien. Au mois de février, à Infoman, il disait que le masque servait à rien. Ça prend du fluide corporel, puis ce qu'on dit, c'est faire gouttelette. Ça veut dire que ça ne restera pas en suspension dans l'air comme la varicelle ou la rougeole. Faut que je vous tousse d'en face. Exactement. Faut que je vous touche avec mes mains, que j'ai morvé. Exactement. Vous pouvez relaxer. Le coronavirus ne peut être livré par Amazon. Et là, soudainement, on est en train de discuter d'imposer le port du masque obligatoire. Donc là, les nouvelles consignes du jour, c'est que pour les lieux où on ne circule que pour entrer et pour sortir, on va pouvoir garder 1,5 m. Donc, soit les écoles, les cégeps, les universités, les salles de spectacle et les cinémas. Mais pour tout ce qui est des aires communes, d'aller faire ses courses, etc., on conserve le 2 mètres. Et les jeunes de moins de 16 ans, ou de 16 ans et moins, il a dit les jeunes de moins de 16 ans et moins, fait que c'était un peu confus, mais eux, c'est 1 mètre. Pourquoi? Pourquoi? Donc, ça devient vraiment difficile de comprendre parce que personne ne prêche par l'exemple et les messages sont toujours contradictoires. Mais nous, par exemple, il faut qu'on soit des bons citoyens. Sur le site de l'OMS, on a les recommandations pour les voyageurs internationaux. A medical mask is not required if exhibiting no symptoms. Donc, c'est pas nécessaire de porter un masque médical si on n'a aucun symptôme. Et là, ils poursuivent en disant que parce qu'il n'y a aucune preuve que porter un masque, peu importe le type, of any type, va protéger la personne qui n'est pas malade. Encore là, c'est très confus, parce que là, on nous dit qu'il faudrait le porter juste au cas parce que ça peut pas nuire. Mais par contre, il y a des gens qui ont vraiment de la difficulté à respirer avec le masque. Un masque, ça sert à rien. Puis en plus, on a l'air fou avec. De voir autant de personnes porter le masque donne l'impression que le masque est une mesure de protection. Vous portez le masque plusieurs heures, les gens accumulent des sécrétions sur eux qui peuvent se contaminer. Pourquoi y a-t-il autant de confusion autour de cette question de distanciation sociale? Je comprends pas. Tu sais, on peut dire que ça fait longtemps là, que le virus est parmi nous. On est rendu mi-juin, donc tu sais, ça fait depuis début décembre qu'il y a une collecte de données qui se fait autour de ça. Il y a des médecins qui ont sorti publiquement pour dire que les chiffres estimés à 3,4 % de morts par l'OMS étaient complètement dans le champ, que c'est beaucoup moins grave que ça. On a des docteurs qui ont étudié pendant des mois le virus en Californie qui ont dit, on parle de 0,03 % le taux de décès ici en Californie. We've seen 1,227 deaths in the state of California with a possible incidence or prevalence
of 4.7 million. That means you have a 0.03 chance of dying from COVID-19 in the state of California. 0.03 chance of dying from COVID in the state of California. Does that necessitate sheltering in place? Does that necessitate shutting down medical systems? Does that necessitate people being out of work? Ce serait difficile de parler de toutes ces mesures-là de distanciation sociale qui nous briment dans nos libertés sans parler des dommages collatéraux. Il y a beaucoup de gens qui sonnent l'alarme depuis le début. C'est vraiment dangereux pour la santé mentale. Et là, je vais vous lire quelques passages d'un article qui a été publié dans le CMHA, qui est l'Association de santé mentale du Canada. Bien avant que la pandémie de la COVID-19 se déclare, une crise de solitude et d'isolement qui menace notre bien-être a frappé la société occidentale et au Canada, on compte plus que jamais de personnes vivant seules. Des études suggèrent que l'éloignement social peut augmenter le risque de crise cardiaque, de maladie d'Alzheimer ou de propagation du cancer. Les autorités de santé publique reconnaissent les conséquences de la distanciation sociale, c'est pourquoi elles nous conseillent d'aller dehors pour les atténuer et protéger notre santé mentale. Mais selon les recherches de The Lancet, les populations en quarantaine suggèrent qu'une consigne de confinement peut causer de la confusion, de la colère et des symptômes de stress post-traumatique et que cet isolement additionné à la distanciation sociale peuvent seulement augmenter les besoins en matière de services en santé mentale, ce qui est troublant puisque l'offre des soins de santé non primaires tels que les groupes de soutien et les thérapies est encore plus rare en ce moment. Rappelons-nous que distanciation sociale est une erreur d'appellation. Selon eux, ça devrait s'appeler la distanciation physique. Alors, si le port du masque, la distanciation physique, la distanciation sociale, la quarantaine, tout ça, c'est toutes des mesures qui sont... On dirait qu'on a mis ça ensemble, on a vraiment mélangé le jeu de cartes, puis on nous les lance à la figure depuis le début de la quarantaine sans vraiment avoir une rigueur dans les propos qui sont appuyés derrière ça. Ces mesures-là sont contradictoires, sont pas basées sur aucune science, ou disons qu'il n'y a vraiment pas l'unanimité scientifique. Merci d'avoir visionné ma capsule. On se retrouve très bientôt pour un projet sujet léger et pas du tout tabou. La peur, là, c'est une très mauvaise conseillère. Puis la peur, là, elle fait faire des affaires qui n'ont pas de crise de bon sens.